Alors, pour la séance de TD de mercredi après-midi, donc nous allons terminer de corriger le TD numéro 15 sur les révisions d'électromagnétisme de première année. Donc après avoir abordé, donc c'était samedi dernier, les problématiques des mouvements des particules chargées dans le champ électrique et dans le champ magnétique, donc des particules chargées microscopiques soumises à un champ électrique et ou un champ magnétique. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie des révisions d'électromagnétisme de première année, donc la partie induction. Donc effectivement, l'application de la loi de Faraday, que l'on a donc démontré et détaillé dans le cours de deuxième année précédemment. Donc l'application à la loi de Faraday, l'utilisation des forces de Laplace, les phénomènes d'induction. Alors, en induction, il y a deux phénomènes. Soit vous avez des circuits électriques fixes plongés dans un champ magnétique variable, et c'est ce qu'on appelle la situation de Neumann. Soit vous avez donc des circuits mobiles dans un champ magnétique stationnaire. Ça, c'est la situation de Lorentz. Alors, il est clair qu'il n'y a pas d'ambiguïté, c'est souvent assez clair dans les énoncés, hein. Et on va aborder bien sûr les deux situations durant cette séance de TD. Alors, dans l'exercice numéro 4, on va être dans la situation de Neumann. On va avoir des circuits électriques fixes plongés dans un champ magnétique variable. Donc, champ magnétique variable, donc des courants variables. Mais on est implicitement donc dans la RQS, donc en régime variable quasi stationnaire, donc avec des fréquences suffisamment petites pour négliger les phénomènes de propagation de l'information. Donc, on peut négliger le retard provoqué par le déplacement des photons pour aller d'un point A à un point B. Ça, c'est pareil, on l'a justifié dans le cours précédemment. Alors, on a deux solénoïdes, S1 et S2 de section circulaire. Voilà, ils ont petit n1, petit n2, nombre de spires par unité de longueur, les sections sigma 1, sigma 2, les longueurs L1, L2, et ils ont tous les deux des résistances R1 et R2. On va tous les deux les considérer comme infinis, donc leur longueur est suffisamment grande devant leur rayon. Ils sont coaxiaux et c'est S2 le petit qui est placé à l'intérieur du gros. Donc on fait un petit schéma d'abord pour illustrer la situation. Voilà, donc on a bien un même axe Z, on a le gros solénoïde numéro 1 de section sigma 1, de longueur L1, et à l'intérieur, j'ai dessiné en rouge le petit solénoïde de même axe, parcouru par un courant I2, longueur L2. Donc on a considéré que les solénoïdes étaient suffisamment longs pour les considérer comme infinis. Donc là, on ne revient pas, c'est sur de la première année, donc en première année, on vous donnait l'expression des champs magnétiques. Nous, on a justifié tout ça avec les invariances, les symétries, le théorème d'Ampère. Alors on a admis que le champ magnétique à l'extérieur, il était nul, et puis à l'intérieur, on a démontré que c'était mu0, petit n i uz. Alors, bien sûr, on va mettre les indices 1 et 2 selon que ce soit le solénoïde 1 ou 2. Bien. Alors, la première question, très classique, on vous demande de déterminer donc l'inductance propre de chaque solénoïde, l'auto-inductance, l'inductance propre, la self-inductance, l'inductance, voilà, tout ça c'est synonyme. Donc pour cela, il faut partir de la définition de cette inductance propre, grand L. Alors c'est assez simple, pour un circuit donné, son flux propre est égal à Li. Donc pour un circuit parcouru par le courant I, son flux magnétique propre, son flux magnétique propre, c'est grand Li, avec grand L, donc l'inductance propre, le coefficient d'inductance. Alors qu'est-ce que c'est que le flux propre? C'est le flux du champ magnétique créé par le circuit lui-même à travers lui-même. Donc ici, si je prends un solénoïde, par exemple le gros solénoïde, là, noir, son flux propre, c'est le flux du champ magnétique qu'il produit, mais à travers lui-même. Donc j'appelle S la surface totale de ce circuit. Donc l'intégrale double de BP scalaire ds avec BP, le champ magnétique propre, donc le champ magnétique produit par le solénoïde lui-même tout seul. Alors, comment on va décomposer ce flux? On va dire que c'est le flux à travers une spire, multiplié par le nombre de spires. Donc le nombre de spires, c'est petit n, petit l. Petit n, c'est le nombre de spires par unité de longueur, petit l, la longueur. Donc le nombre de spires, c'est petit n, l, fois le flux à travers une spire. Et là, le flux à travers une spire, c'est très simple. Pourquoi? Parce que B sur la spire, il a la même valeur partout, mu0 ni. Le vecteur ds, il est collinaire à B, donc c'est tout simplement B fois la surface, donc mu0 ni fois sigma. Et ça, c'est égal à grand Li. Voilà. Donc vous avez l'inductance propre. Donc pour le numéro 1, ça fait mu0 n1 L1 sigma 1. Pour le numéro 2, mu0 n2 L2 sigma 2. Alors ces inductances propres sont en Henry, de l'unité grand H. C'est forcément positif. Et ça ne dépend que des caractéristiques du circuit lui-même. Voilà, c'est indépendant du reste. Donc c'est quelque chose d'intrinsèque, de strictement positif et d'intrinsèque. Évidemment, ensuite, on va vous demander de déterminer le coefficient de mutuelle inductance. En effet, vous avez deux circuits électriques en influence magnétique, en couplage magnétique. Pourquoi? Parce que vous avez bien des lignes de champ magnétique créées par le gros solénoïde qui traverse le petit, et les lignes de champ magnétique créées par le petit solénoïde qui traversent le gros.
Alors bien sûr, ici, le couplage, on voit bien qu'il va être partiel, il ne va pas être total, puisque toutes les lignes de champ magnétique créées par le gros solénoïde ne traversent pas le petit, en particulier celles qui sont ici ou ici, ne traversent pas le petit, on est sur un couplage magnétique partiel, mais couplage magnétique quand même. Donc il y a un coefficient de mutuelle inductance entre ces deux circuits. Alors pour le coefficient de mutuelle inductance, alors on va démontrer qu'on obtient bien la même chose avec les deux définitions. Donc phi 1,2, c'est le flux magnétique créé par le solénoïde 1 à travers le solénoïde 2, donc phi du 1 vers le 2. Donc l'intégrale double sur S2, la surface du circuit 2, de B1. Et ds2, c'est effectivement donc le vecteur surface du circuit 2. Donc on va chercher à calculer le flux magnétique créé par le gros solénoïde à travers le petit. Et évidemment, ds2, c'est le vecteur surface du petit, perpendiculaire à la surface. Alors on va dire que la surface du petit, c'est son nombre de spires, petit n2L2, fois sigma 2. Et le champ magnétique à l'intérieur du petit solénoïde créé par le gros, c'est toujours mu0 Ni1, N1I1, puisqu'on voit bien que à l'intérieur du petit solénoïde, j'ai toujours le même champ magnétique créé par le gros solénoïde, mu0 N1I1. Encore une fois, on s'occupe uniquement du flux magnétique créé par le 1 dans le 2. Donc là, par contre, on ne s'occupe pas du flux propre du 2. On prend en compte que le champ magnétique créé par le circuit 1, donc B1. Donc N2L2, le nombre de spires, mu0 N1I1, le champ magnétique B1, et la surface d'une spire. Par définition, c'est égal à grand M I1. I1, c'est bien le courant qui circule dans le circuit 1, celui qui produit B1. Et vous avez bien le coefficient de mutuelle inductance. Donc mu0, N1, N2, L2, sigma 2, qui est aussi lui en Henry, qui lui ne dépend que des caractéristiques des deux circuits et de leur position mutuelle. Alors ici, ça n'apparaît pas clairement parce que les deux solénoïdes sont coaxiaux. Il pourrait y avoir un terme qui caractérise la distance, la disposition des deux circuits. Alors, ce coefficient, attention, il n'est pas toujours strictement positif. En effet, on va le voir tout à l'heure, il va dépendre de l'orientation qu'on a choisie pour les courants. Donc là, vous remarquez que j'ai choisi l'orientation de I2 comme ceci, donc c'est pour ça que ds2 est dans ce sens-là, règle de la main droite, hein, les doigts dans le sens de I2 et le pouce vous donne ds2. Et j'ai choisi donc, pareil, le courant I1 dans ce sens-là, donc les doigts dans le sens du courant, le pouce vous donne B1. C'est pour ça qu'on avait B1 et ds2 collinaires dans le même sens. Mais on verra tout à l'heure que c'est pas obligatoire, on aurait très bien pu choisir une autre façon d'orienter les deux courants et on n'aurait pas eu forcément le même signe pour ce coefficient de mutuelle. Alors on vérifie qu'on obtient bien la même chose avec phi de 1, donc le flux magnétique créé par le circuit 2 dans le circuit 1, donc le flux magnétique créé par B2, le champ magnétique du petit solénoïde, à travers le gros, la surface S1. Donc là, attention, le champ magnétique B2, lui, il n'existe que à l'intérieur du petit solénoïde, il est nul tout autour. Ça veut dire que les spires du solénoïde numéro 1 qui sont concernées par B2, c'est pas toutes les spires. C'est uniquement les spires sur la longueur L2. Donc il y a petit n1 spire par unité de longueur pour le gros solénoïde, et il n'y a que la longueur L2 qui est concernée par le champ magnétique B2. Donc voilà pourquoi le nombre de spires ici, ça va être égal à N1 L2. Ensuite, fois B2, donc mu0 N2 I2, et fois sigma 2, parce qu'en effet, B2, il n'a pas la même valeur partout sur la surface sigma 1, mais uniquement sur sigma 2, puisqu'il est nul à l'extérieur du petit solénoïde. Voilà pourquoi phi de 1, c'est le nombre de spires du gros solénoïde concerné, donc petit n1 L2, le champ magnétique B2 mu0 N2 I2, et la surface sigma 2, puisque le champ magnétique B2, il est non nul uniquement sur la surface sigma 2, pas sur toute la surface sigma 1. Ça, c'est égal à MI2. I2, c'est bien le courant qui produit B2. Et effectivement, quand vous identifiez, vous obtenez exactement la même chose. Évidemment, heureusement, ça c'est un théorème que phi 1,2 et phi 2,1 vont fournir le même coefficient de mutuelle inductance. Alors en effet, c'est une remarque, si on avait mis I2 dans l'autre sens, donc on a absolument le droit de conserver l'orientation de I1, mais de choisir une autre orientation pour I2. À ce moment-là, le vecteur ds2 et le vecteur b2, ils auraient été dans l'autre sens. En effet, si vous décidez d'orienter I2 dans l'autre sens, règle de la main droite, vous avez alors le vecteur ds2 qui serait dans l'autre sens et le vecteur b2 qui serait dans l'autre sens. Ça veut dire que tous les produits scalaires changent de signe. Donc, notamment, B1 scalaire ds2, il y aurait un signe moins. B2 scalaire ds1, il y aurait un signe moins. Et à ce moment-là, on aurait eu M égale moins mu0 N1, N2, L2, sigma 2. Donc un coefficient de mutuelle, M, qui aurait été négatif. Et c'est pas du tout une erreur. Le coefficient de mutuelle inductance, il est algébrique et il dépend effectivement du choix d'orientation que vous faites pour les courants. Voilà.
Alors, en général, si rien n'est imposé dans l'énoncé, voilà, vous vous arrangez pour que M soit calculé positivement, mais c'est absolument pas une obligation. Alors que le coefficient d'auto-inductance, d'inductance propre, grand L, lui, il est toujours positif. Deuxième partie de cet exercice. Alors maintenant, on va traiter une situation concrète. On va considérer que S2 est fermé sur lui-même, donc pas du tout connecté à un générateur, donc fermé sur lui-même. Par contre, S1, lui, est connecté à un générateur et parcouru par un courant variable de pulsation oméga. Et on vous demande de déterminer donc le courant dans S2 en régime, en RSF, en régime sinusoïdal établi, forcé. Alors j'ai changé un petit peu les notations pour que ce soit plus clair. Voilà le schéma électrique équivalent de la situation. Donc vous avez le gros solénoïde qui est assimilable effectivement à un circuit électrique, à une maille, relié à un générateur qui impose une tension grand U1, résistance R1, inductance propre L1, courant I1, je préfère, c'est plus clair. Le petit solénoïde est équivalent à un circuit fermé sur lui-même, donc pas relié à un générateur, résistance R2, inductance propre L2, parcouru par le courant I2. Et entre les deux, il y a un coefficient de mutuelle inductance grand M que l'on vient de calculer. On peut représenter ça de cette manière-là aussi, donc c'est parfaitement équivalent, en retirant bien sûr la flèche avec grand M et en mettant les FEM induites. Donc dans le circuit 1, dans le gros solénoïde, on aura la FEM induite E21, donc la FEM induite par le circuit 2 dans le circuit 1, et E12 dans le circuit 2, la FEM induite par le circuit 1 dans le circuit 2. Donc tout se passe comme si, quand il y a un couplage magnétique, une influence magnétique, tout se passe comme si dans chaque circuit, dans chaque solénoïde, il y avait un générateur supplémentaire ici, ou un générateur tout court ici, de FEM petit e. Une FEM induite, en volts, hein, ça se comporte comme la FEM d'un générateur. C'est comme si on avait branché un générateur. C'est ça le phénomène d'induction. Les lois des mailles, donc E12 égale R2I2 plus L2 DI2 sur DT, ce sera suffisant. C'est pas la peine d'écrire une loi des mailles pour le circuit 1. De toute façon, la tension U1, on la connaît pas précisément. La loi de Faraday, bah, E12, la FEM induite, c'est toujours moins D phi 12 sur dt. Hein, la loi de Faraday, elle est universelle. Et phi 12, on a vu que c'était donc MI1, donc moins MDI1 sur dt. Donc on obtient en effet une équation différentielle couplée entre I2 et I1. Donc ça veut dire que le courant I2 dans le petit solénoïde, en fait, il est dépendant du courant I1. C'est ça le phénomène d'induction mutuelle. On se place en régime sinusoïdal forcé, donc I1 est de la forme grand I01, l'amplitude cos oméga t, oméga la pulsation. J'ai choisi l'origine des phases pour I1, et I2, grand I O2, cos oméga t plus phi, a priori un déphasage, mais c'est la même pulsation. On est passé en complexe, donc dans l'équation différentielle au-dessus, vous passez en complexe, et vous obtenez donc une relation entre l'image complexe de I2 et l'image complexe de I1. En passant au module, bah, vous avez l'amplitude du courant I2, en fonction de l'amplitude du courant I1, on voit que ça dépend de oméga. Et en passant l'argument, vous avez le déphasage entre les deux courants. En effet, qu'est-ce qu'on constate? On constate que si oméga égale 0, grand I02 égale 0. Donc si oméga égale 0, il n'y a pas de champ magnétique variable dans le petit solénoïde, donc pas d'induction, pas de courant. B2 max, mu0, N2, grand I02, donc le champ magnétique maximal que va créer le petit solénoïde. Donc j'ai pris l'intensité maximale, donc j'ai remplacé. On voit encore une fois bien sûr que si oméga égale 0, il n'y a pas de champ magnétique. Et si on étudie le cas où la résistance R2 est très petite devant L2 oméga, en fait on peut négliger R2 carré devant L2 carré oméga carré au dénominateur. Ça se simplifie, les oméga disparaissent. Grand M sur L2, si vous remplacez par les expressions de tout à l'heure, en fait vous allez retomber sur mu0 N1, grand I01, donc B1 max. Donc finalement, si la résistance R2 du petit solénoïde est suffisamment petite, B2 max, ça va être égal à B1 max. Donc en fait, les deux champs magnétiques vont être identiques en amplitude. Donc voilà pour ce premier exercice qui permettait d'étudier donc une situation dite de Neumann, donc un phénomène d'induction dans des circuits fixes, mais plongés dans des champs magnétiques variables, et on a revu les inductances propres, les mutuelles inductances, les schémas électriques équivalents. Alors dans l'exercice 5, on va avoir une méthode expérimentale permettant donc de mesurer le champ magnétique terrestre. Alors cette méthode expérimentale est assez simple à mettre en place, puisqu'il suffit d'avoir une bobine, pas forcément une grosse bobine. Hein. Il me semble que celle-là, pour faire l'application numérique, on vous dit qu'il y a 400 spires, donc voilà, des bobines de 1000 spires, ça pose aucun problème, on en a plein au lycée, au laboratoire. Alors cette bobine, elle est reliée à un circuit électrique pareil qui est très simple, parce qu'il y a juste un Ali, qu'on supposera idéal en régime linéaire, puisqu'il y a une seule rétroaction sur l'endroit de moins, et on a besoin d'un condensateur de capacité 100 nanofarad, donc tout à fait classique. Et il nous faut donc un voltmètre pour mesurer la tension à la sortie ici.
Voilà, montage très simple. Et on va pouvoir mesurer le champ magnétique terrestre. Alors en effet, cette bobine, on va la considérer comme un solénoïde. Elle est donc traversée par le champ magnétique créé par la Terre. Donc il y a un flux magnétique à travers cette bobine. Quand tout est fixe, il n'y a pas d'induction, puisque le flux magnétique créé par le champ magnétique terrestre à travers la bobine ne varie pas. Donc là, il n'y a pas d'induction. Et là, on décide, mais on peut prendre le temps que l'on veut, quelques secondes, quelques minutes, peu importe. On décide de retourner la bobine, donc l'axe delta, de le pointer vers le bas. Donc on retourne la bobine. Voilà, ça veut dire qu'à t égale 0, la bobine elle est dans cette situation-là, avec le courant I, l'axe dz, le B terrestre, le vecteur ds. Et à la fin de l'expérience, on l'aura retourné. Donc on aura retourné l'axe delta, donc le vecteur ds sera vers le bas, donc par rapport au champ magnétique. Qu'est-ce qu'on constate quand on réalise cette expérience? Et peu importe le temps que l'on prend, eh bien on constate que la tension Vs à la fin se stabilise. Alors au départ, elle est à 0 volts, et à la fin, elle se stabilise à 2,9 volts. Et grâce à cette mesure de 2,9 volts, ici, pour la tension Vs, on va pouvoir remonter au champ magnétique terrestre, vous allez voir. Alors il y a une petite question numéro 1, donc préliminaire d'abord, qui ne pose pas de problème, hein, parce que ça peut revenir un petit peu sur la lie idéale linéaire, donc V plus égale V moins égale 0, donc la tension UC, elle est donc égale à Vs, et I égale C dUC sur dt, donc C dVs sur dt. C'est une relation qu'on va utiliser tout à l'heure. Alors, dans la deuxième question, on va interpréter l'expérience que je viens de préciser. Donc le dessin à t égale 0 de la bobine, à t finale, et à t quelconque, à une date t quelconque durant l'expérience, pendant le mouvement de la bobine, et bien là on comprend que le flux magnétique terrestre à travers la bobine, il va être variable. Pourquoi? Parce qu'on on va retourner, déplacer la bobine, donc on va produire un flux magnétique variable dans la bobine. Donc là, on peut être inquiet en se disant, oh là là, ça va être compliqué à calculer. Pas du tout, en fait, on va pas avoir besoin de détailler le mouvement que l'on a réalisé, vous allez voir. En tout cas, il y a un flux variable. Flux magnétique variable, donc FEM induit dans le circuit, forcément, loi de Faraday. Donc le fameux courant I dans la bobine. Donc en fait, le courant I dans la bobine, c'est pas AT égale 0 et AT final en réalité, hein, c'est AT quelconque. Pendant le mouvement, il y aura forcément un courant dans la bobine. D'ailleurs, on va voir que le courant, il va en fait être nul AT égale 0 et nul AT final, mais non nul pendant le mouvement. Mais c'est pas grave, c'était pour vous justifier les orientations. Le schéma électrique équivalent, donc la lie, le condensateur, lui ça bouge pas. Et la bobine, on va l'assimiler effectivement à une inductance propre, à une résistance électrique et à une FEM induite. Voilà. Et on va retrouver la masse ici reliée à la borne plus. Donc ça c'est le schéma électrique équivalent du dispositif à une date t quelconque pendant le mouvement, donc lorsqu'il y a du courant dans la bobine et une FEM induite dans la bobine. J'applique la loi des mailles, en remarquant bien que V plus égale V moins égale 0, donc c'est comme si ici c'était refermé, hein, et on a donc bien E qui est égal à RI plus L dI sur dt. Je remplace I bien sûr par C dVs sur dt, ça on l'a expliqué tout à l'heure. J'applique la loi de Faraday, j'ai donc moins dφ sur dt égale RC dVs sur dt plus L dI sur dt. Je décide d'intégrer cette relation, donc je multiplie par dt partout, et j'intègre cette relation entre t égale 0 et t final. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en effet, on a besoin de connaître non pas le mouvement précis à t quelconque, mais uniquement le flux magnétique, la tension Vs, le courant I à deux dates, t égale 0 et t final. Voilà. Donc une fois qu'on intègre, on a bien le flux à t égale 0 moins le flux à t final, égale RC Vs à t final moins Vs à t égale 0, plus L I à t final moins I à t égale 0. Donc là, je reprends mes petits dessins. Le flux à t égale 0, c'est NBS, et le flux à t final, c'est moins NBS. Mais moins, ça fait plus, donc je vais bien avoir 2 NBS. Vs à t final, c'est les 2,9 volts. Vs à t égale 0, c'était 0. Et le courant, en effet, à t égale 0 et à t final, il est nul. Il est nul, pourquoi? Parce que à t égale 0, la tension Vs ne varie pas. En tout cas, elle ne varie pas encore. Donc I égale C dVs sur dt égale 0. Et à t final, on vous dit que la tension Vs ne varie plus. Donc sa dérivée est nulle, donc il n'y a plus de courant non plus. Voilà. Et on obtient donc B égale RC Vs final sur 2 ns, 4,410-5 Tesla. C'est cohérent, on a dit que c'était autour de 5,10-5 Tesla. Donc voilà une méthode qui permet d'accéder au champ magnétique terrestre. Donc je vous rappelle, la difficulté c'était de bien comprendre l'orientation donc de la bobine à t égale 0 et à t final. Et ce qui se passe entre les deux, en fait on n'a pas besoin du tout de le détailler. Et on tombera toujours sur la même tension de 2,9 volts, que le mouvement soit rapide, lent. En fait, ça dépend uniquement de l'état initial et de l'état final, comme si on avait une expérience conservative, si vous voulez.
Alors pour l'exercice numéro 6, on s'intéresse donc à un circuit couplé. Alors ce circuit couplé, il est constitué donc de deux bobines. Là, rien d'extraordinaire. Les bobines sont reliées donc pour une à un générateur et un condensateur, pour l'autre uniquement un condensateur. On vous dit dans l'énoncé qu'on va négliger les résistances électriques, hein, donc tout ça c'est précisé. Voilà. Les bobines sont identiques, ont la même inductance propre, elle, et qui vaut donc 36 mA si on ne met pas de noyau de fer doux. Donc là, en fait, c'est un exercice de première année, mais qui va être lié quand même à ce qu'on est en train de faire en cours actuellement. Et on vous donne bien sûr la capacité qui est la même pour les deux, les bobines sont accolées, et on a inséré un noyau de fer doux à l'intérieur, un même noyau de fer doux à l'intérieur des deux bobines. Donc qualitativement, en première année, bon bah là, on va juste constater l'effet, mais en deuxième année, on sait que mettre un noyau de fer doux, donc un matériau ferromagnétique, bah, va permettre d'augmenter très fortement les inductances propres, ça on vient de le voir. Pourquoi? Bah parce que le noyau de fer doux, il va s'aimanter, et il va lui-même produire son propre champ magnétique qui va être considérable, et tout ça va augmenter le champ magnétique total à l'intérieur des bobines, et augmenter donc l'énergie stockée, et donc l'inductance propre. C'est effectivement, vous allez voir ce qu'on va constater. Et on n'aura pas du tout 36 mA une fois qu'on met le noyau de fer doux. Alors établir le système d'équation différentielle couplée, et ensuite se placer en RSF, en régime sinusoïdal forcé, et puis résoudre ce système. Donc là c'est assez classique, vous allez voir. Donc schéma électrique équivalent. Tout se passe comme si on avait deux circuits électriques en influence magnétique, donc couplés, avec le coefficient de mutuelle inductance grand M. Donc là, petit e, désolé pour la notation, c'est plutôt la FEM d'un vrai générateur qui lui fournit le courant I1. Et par induction, dans la deuxième bobine, qui elle est fermée sur elle-même, eh bien on aura effectivement par mutuelle inductance, on aura aussi un courant I2. Donc autre schéma électrique équivalent avec les FEM induites. Donc il y a une FEM induite de 2 dans 1 et de 1 dans 2. Et cette FEM induite E1,2 qui est responsable bien sûr du débit de courant I2 dans la deuxième bobine. Voilà, on est toujours dans la situation d'induction de Neumann ici, hein, puisque les circuits sont fixes et les champs magnétiques vont être variables évidemment. Les lois des mailles dans chaque maille, en n'oubliant pas bien sûr les FEM induites, en n'oubliant pas que les FEM induites, ça s'oriente toujours dans le sens du courant, sinon ce ne sont pas des FEM mais des FCEM, c'est une autre histoire qu'on verra en électrochimie. Pour l'instant, on s'occupe que de FEM, on est orienté dans le sens du courant. Voilà. E de 1, c'est moins dφ de 1 sur dt, la loi de Faraday. Phi de 1, c'est MI2, donc on retrouve bien cette relation-là. Même chose pour E1,2, on applique les lois de Faraday. Puis I1, c'est C du1 sur dt, I2, c'est C du2 sur dt. Et on a bien le système d'équations différentielles couplées entre U1 et U2 qui était demandé. On passe en RSF. Donc U1 et U2 sont des fonctions sinusoïdales de même pulsation, d'image complexe U1 bar, U2 bar. Donc je remplace et j'obtiens ceci. Donc, si vous voulez, U1, on peut écrire que c'est grand U1 cos oméga t plus phi 1, U2, grand U2 cos oméga t plus phi 2, puis par exemple petit e pour le générateur, grand E cos oméga t. Voilà, vous avez un système de deux équations en deux inconnues, U1 et U2. Donc sans problème, on obtient séparément U1 et U2. Alors ensuite, on vous demande d'étudier les résonances. Alors on dira qu'il y a résonance si les amplitudes de U1 et U2, donc grand U1 et grand U2, tendent vers l'infini, en théorie, puisque ici on a négligé les pertes, puisqu'on a négligé l'effet Joule, puisqu'on a négligé les résistances électriques. Et on voit que c'est assez simple, on a le même dénominateur, et on voit bien que quand le dénominateur tend vers 0, le numérateur ne tend pas vers 0, hein, donc U1 et U2 vont bien tendre vers l'infini en théorie. En pratique, bien sûr, on ne s'attend jamais vers l'infini, il y a toujours des termes dissipatifs ou non linéaires qui vont limiter la résonance, mais là on est sur la théorie de la résonance. Donc dénominateur qui tend vers 0, voilà. On a déjà vu dans le cours que l'inductance propre, elle était forcément plus grande que la mutuelle inductance. Si vous préférez, racine de L1 et L2 est forcément plus grand que M. Donc ici L1 égale L2, donc L est forcément plus grand que M. Ça nous aide, ça bien sûr, à la résolution. Et on a donc deux solutions pour oméga carré, réel positif forcément. 1 sur C L plus M, ça il n'y a pas de souci, et 1 sur C L moins M. Alors c'est le signe moins qui pose problème. C'est pour ça que j'ai pris L moins M et pas M moins L, puisque L est forcément plus grand que M. Je prends les racines, puisque oméga c'est forcément positif, et j'ai bien les deux pulsations de résonance, qui dépendent bien sûr de C, de L et de M, et elles sont toutes les deux différentes. Donc il y a bien deux pulsations de résonance, donc deux pulsations pour lesquelles les tensions, en tout cas les amplitudes des tensions U1 et U2 vont tendre vers l'infini en théorie. Et c'est bien de la résonance.
Pour l'anti-résonance, je constate qu'il y a anti-résonance si pour une pulsation grand U1 et ou grand U2 tend vers 0. Alors là, je vois que pour U2, ce serait pour oméga égale 0, mais la résonance, c'est pas pour oméga égale 0, donc il n'y a pas d'anti-résonance pour U2. Par contre, je vois que le numérateur de U1 s'annule pour oméga égale 1 sur racine de LC. Donc en fait, l'anti-résonance va concerner uniquement la tension U1, donc grand U1 égale 0. Donc il y a une seule anti-résonance, une seule pulsation d'anti-résonance pour la tension U1. Et c'est donc 1 sur racine de LC. On passe à l'application. Alors ces fréquences d'anti-résonance et de résonance ont été mesurées. Alors comment fait-on? Il suffit d'observer les tensions U1 et U2 aux bandes des condensateurs sur un oscilloscope, de faire varier la fréquence du générateur, et d'observer sur l'oscilloscope lorsque les amplitudes des sinusoïdes de U1 et U2 deviennent maximales. Alors, elles ne prendront pas vers l'infini, on est bien d'accord en réalité, mais deviennent maximales. Voilà, on a de la même façon déterminé les fréquences de résonance d'un filtre passe-bande en TP d'électronique en début d'année. C'est exactement la même chose. Et pour l'anti-résonance, c'est la fréquence pour laquelle on constate que l'amplitude de U1 tend vers 0. Voilà. Donc on constate que la sinusoïde U1, son amplitude tend vers 0 pour une certaine fréquence. Alors avec les valeurs qui vous sont fournies, on obtient L. Donc L, on trouve que c'est 160 millihenries. Donc en effet, c'est beaucoup plus grand que les 36 millihenries tout à l'heure. Ensuite, on obtient L plus M, L moins M, donc M. Et on trouve 82 millihenries. Donc on a bien L qui est plus grand que M. M égale racine de L1, L2 égale L ici. Et si le couplage magnétique avait été parfait, on voit que c'est pas le cas ici. Donc il n'y a pas de couplage magnétique parfait ici. Donc il y a bien des fuites magnétiques. Mais on a bien augmenté l'inductance propre quand même grâce à la présence du barreau ferromagnétique. Alors pourquoi le couplage magnétique ici il n'est pas parfait? Eh bien, pour qu'il soit parfait, c'est ce qu'on est en train de faire en cours, il aurait fallu un tore ferromagnétique pour canaliser les lignes de champ et les ramener toutes par ici. Alors que là, le noyau de fer doux, il y a des lignes de champ magnétique qui vont s'échapper. Ici et ici, des fuites magnétiques et qui ne vont pas traverser l'autre circuit. Donc là, je n'ai pas un couplage parfait. Toutes les lignes de champ magnétique d'une bobine ne traversent pas l'autre bobine ici. Il aurait fallu un tore ferromagnétique pour canaliser l'ensemble. Et en plus, un tore ferromagnétique avec les mêmes dimensions que l'intérieur de la bobine. A priori, c'est pas le cas non plus du noyau. Donc on a bien augmenté l'inductance, mais pas optimisé le dispositif. Alors on va pouvoir passer maintenant, donc pour les deux derniers exercices, à la situation de Lorentz. C'est-à-dire que là, on va avoir des circuits mobiles dans un champ magnétique stationnaire. Alors, sans vouloir vous perturber, en fait, Lorentz et Neumann, c'est la même chose, il suffit de changer de référentiel. Si vous vous placez dans le référentiel lié à... alors là, dans cet exercice 7, on va avoir une spire métallique, un cadre métallique carré là, qui va se déplacer dans un champ magnétique, dans le référentiel donc terrestre. Si vous vous placez dans le référentiel lié au cadre, le cadre il est fixe, et à ce moment-là, bien sûr, c'est le champ magnétique qui va se mettre à varier. Donc en fait, les deux situations reflètent le même phénomène électromagnétique qu'est l'induction, est caractérisé par la même équation de Maxwell-Faraday, c'est simplement un point de vue de changement de référentiel. Donc dans le référentiel terrestre, B est stationnaire et c'est le cadre qui bouge, mais dans le référentiel lié au cadre, c'est le cadre qui bouge pas et le champ B qui varie. Donc finalement, c'est simplement une histoire de changement de référentiel. Il y a une seule induction fondamentalement, heureusement. Alors dans cet exercice 7, on a donc ce cadre métallique, par exemple en fil de cuivre, qui se déplace à la vitesse V0, qui glisse sans frottement, a priori, sur un support, puisqu'il n'y a rien de précisé, et qui va pénétrer dans une zone, la zone X positif, dans une zone où il y a un champ magnétique stationnaire et uniforme, créé par exemple par des aimants permanents. Et on vous demande à quelles conditions, sur la vitesse V0 initiale, le cadre va pouvoir entièrement pénétrer dans la zone. Alors bien sûr, on va d'abord faire une analyse qualitative du dispositif. Donc j'ai redessiné le schéma initial. Voilà. Bien. Alors, à une date t quelconque, on imagine le cadre qui est en train de pénétrer dans la zone. Donc là, on va pouvoir expliquer qualitativement les phénomènes, raconter un peu l'histoire de ce cadre. Alors, le mouvement du cadre provoque un flux magnétique variable, puisqu'on voit bien que la surface du cadre concernée par le champ magnétique va être modifiée, puisque X va varier. Donc, si on a un flux magnétique variable, on aura une FEM induite dans le cadre. La FEM induite qui va apparaître dans le cadre va se comporter comme un générateur et débiter un courant I, que j'ai orienté comme ceci, mais si je me suis trompé de sens, c'est pas très grave. Voilà, il y a juste un courant et je choisis le courant pour orienter le circuit. Va donc y avoir des forces de Laplace.
Alors en effet, les forces de la place, elles apparaissent donc dans un conducteur parcouru par du courant, plongé dans un champ magnétique. Donc à partir du moment où vous avez un conducteur parcouru par du courant et plongé dans un champ magnétique, il y aura une force de la place dans le conducteur. Alors on aura l'occasion bien sûr hein, d'interpréter cette force, d'expliquer sa nature et d'où elle vient au cours du TD numéro 16 d'électromagnétisme. Mais en tout cas, en première année, voilà, c'est factuel, on constate qu'il y a une force supplémentaire qu'on appelle force de la place lorsqu'un conducteur, un métal, est parcouru par du courant et est plongé dans un champ magnétique. Donc il y aura des forces de la place. Ces forces de la place, forcément, vont s'opposer au déplacement. Alors tous les phénomènes d'induction vérifient ce qu'on appelle la loi de modération de Lenz. Ça veut dire que on va pas faire exploser les forces, on va pas faire exploser l'énergie, on va pas faire exploser les courants. Forcément, on aura une modération, c'est obligatoire. Ça veut dire que cette force de la place, elle va forcément s'opposer au mouvement et elle va pas venir enrichir le mouvement. Donc augmenter la FEM, augmenter le courant. Sinon, ce serait un cercle vicieux, on aurait des explosions. La force de la place, elle va modérer le phénomène. Et elle va donc forcément s'opposer aux causes. Donc les conséquences de l'induction s'opposent toujours aux causes de l'induction. Les causes de l'induction, c'était le mouvement du cadre vers les x croissants. La conséquence, c'est la force de la place au final qui va s'opposer à ce déplacement. Donc vous pouvez dessiner la force de la place, elle est forcément dans ce sens-là, c'est obligatoire. Cette loi de Lenz, elle est universelle, c'est un principe de conversion électromagnétique dont on parlera tout à l'heure. Donc là, on est sur une situation de Lorentz, donc un mouvement de circuit dans un champ magnétique stationnaire. On est donc dans ce qu'on appelle un phénomène électromécanique, c'est-à-dire qu'il y aura à la fois de la mécanique, le mouvement, et de l'électricité, bien sûr, avec la FEM et le courant. Donc il y aura toujours deux équations à établir. Alors peu importe l'ordre, hein, on commence par l'équation électrique, mais on aurait pu commencer par l'équation mécanique. Alors l'équation électrique, donc schéma électrique équivalent du dispositif, le dispositif est équivalent à une seule maille, donc le cadre qui est caractérisé par sa résistance, a priori son inductance propre, et la FEM induite petit e que l'on vient de justifier. La loi des mailles, E égale RI plus LDI sur DT, puisque dans l'énoncé il n'y a aucune indication, on va négliger l'auto-induction, ça revient à dire que l'on va négliger le champ magnétique propre créé par le circuit tout seul par rapport au champ magnétique extérieur créé par les aimants. Voilà, ça revient à dire ça. Donc en fait on va prendre E égale RI. E égale moins dφ sur dt, phi intégrale double de B scalaire ds sur la surface du circuit. On fait attention à l'orientation qu'on a choisie. Donc le vecteur ds, il est orienté en fonction de ce qu'on a choisi pour l'orientation du circuit, donc le sens du courant. Donc là, j'ai mis le vecteur ds opposé à B. Donc c'est pour ça que le flux, c'est moins B fois S, et la surface concernée, c'est uniquement la surface où il y a du B, donc petit a x. Voilà pourquoi le flux, ça va être moins B à x. Quand vous remplacez, vous avez l'équation électrique. Donc RI égale B à V. On passe à l'équation mécanique. Pour l'équation mécanique, on applique tout simplement le PFD au cadre. Donc mdv sur dt dans le référentiel terrestre galiléen égale la force de la place plus le poids du cadre plus la réaction normale, en supposant qu'il n'y a pas de frottement. Alors le poids et la réaction normale, on va supposer que ça se compense, puisque ça serait orienté selon l'axe des z, et nous on va projeter sur l'axe des x. Alors la force de la place sur un petit élément dl de conducteur, je vous l'ai orienté ici, donc c'est selon moins uy. Voilà, donc ça va vous faire donc moins IDL UY vectoriel BUZ, donc moins IDL BUX. On voit que cette force de la place, en fait, ça va être la même pour tous les petits DL sur ce morceau de cadre. Donc on aura moins IBA UX. Alors il faut quand même expliquer ce qu'on a fait du reste du cadre. Donc la force de la place, c'est sur ce morceau-là. Sur ce morceau-là, elle est non nulle, mais elle se compense ici, puisque là, on a bien le courant qui circule vers la droite et là vers la gauche. Donc en fait, IDL vectoriel B, ça va se compenser là et là. Et sur cette partie-là, il n'y a pas de champ magnétique, donc pas de force de la place. Voilà. Donc la résultante des forces de la place sur tout le cadre, c'est uniquement sur cette portion du cadre. C'est bien ce que j'ai calculé. Puisque je constate que cette résultante des forces de la place, elle est dirigée selon moins UX, et qu'elle est forcément selon moins UX d'après la loi de modération de Lenz, c'est que le courant I, il est positif. Ça veut dire que le sens du courant que j'ai choisi au départ, c'est bien le sens du courant positif. Voilà. Donc on projette, mdv sur dt égale moins IBA, j'ai remplacé I par l'expression de l'équation électrique, et j'ai bien l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Aucun souci pour la résolution, V égale V0 exponentielle moins t sur tau, à t égale 0, la vitesse vaut V0, et tau c'est une constante de temps qui vaut mr sur b carré à carré.
Voilà, donc je constate bien que la vitesse du cadre, elle va décroître. Voilà. Et ça, c'est à cause du freinage de la force de la place, car la force de la place va forcément s'opposer au mouvement, c'est la modération. Alors maintenant, est-ce que le cadre va pouvoir quand même pénétrer? Alors pour cela, on va calculer x, son abscisse, donc la primitive de v, donc moins v0 taux exponentiellement t sur taux, plus une constante qui vaut v0 taux, car à t égale 0, l'exponentielle vaut 1 et x vaut 0. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que quand x égale a, donc à la date t1, si x est égal à a, on aimerait que la vitesse à la date t1, on aimerait qu'elle soit positive et pas négative ou nulle. Donc j'ai remplacé tout simplement x par a, et j'en ai déduit donc la date t1. J'ai remplacé exponentiellement t1 sur taux dans l'expression de la vitesse, et j'en ai déduit la vitesse à la date t1. À la date t1, donc x égale a, ça veut dire que le cadre, il a totalement pénétré. Et on veut que cette vitesse soit positive. Et on voit que c'est pas évident parce qu'il y a un signe moins. Donc la condition, en effet, c'est que V0 soit supérieur ou égal à A sur taux. Donc si c'est égal, c'est que le cadre, il pénètre totalement et il s'arrête. Donc la vitesse s'annule. Si c'est supérieur, en fait, il va pouvoir continuer à circuler dans la zone. Et là, qu'est-ce qui va se passer? S'il a réussi à totalement pénétrer avec une vitesse non nulle, là, à ce moment-là, on constate que le flux magnétique, il va pas être nul, mais il va plus varier. Donc il y aura plus de FEM. Donc plus de courant, plus de force de la place. Donc là, par contre, il va conserver sa vitesse indéfiniment, enfin en tout cas tant qu'il y a du champ magnétique. Voilà ce qu'on peut constater pour la suite du mouvement. Et on va pouvoir passer donc au dernier exercice. Alors, juste avant de passer au dernier exercice, je vais quand même en profiter pour faire une petite remarque importante qui va nous servir dans l'exercice suivant et ouais. Si je calcule la puissance de la FEM induite. Alors, la FEM induite, on a vu tout à l'heure que c'était BAV. Ouais, petit e. Donc, si je calcule la puissance de la FEM induite, donc ça va être BAV fois I. BAVI, c'est la puissance de la FEM induite en watts. Donc petit e fois I, comme la puissance débitée par un générateur. Si je regarde maintenant la puissance des forces de Laplace, donc la force de Laplace scalaire, la vitesse c'est VUX, je vais avoir moins IBAV. Je constate quelque chose d'essentiel, c'est que la puissance de la FEM induite, plus la puissance des forces de Laplace, ça fera toujours 0, quel que soit t. Et ça, c'est un principe universel qu'on appelle le principe de conversion électromécanique. C'est la loi de Lenz, la loi de modération de Lenz qu'il y a derrière. La FEM induite et la force de Laplace, en termes de puissance, vont forcément être opposées, vont forcément s'annihiler, auront forcément des effets contraires. Sinon, on va faire exploser les grandeurs, et c'est pas ce qu'on observe bien sûr en électromécanique. Donc la puissance de la FEM induite, plus la puissance des forces de Laplace, ça donnera toujours 0 quel que soit t, et quels que soient les dispositifs électromécaniques, même les plus compliqués qu'on verra en fin d'année, avec notamment les alternateurs et les moteurs. Et c'est bien ce qu'on constate sur ce petit exercice. Alors on va passer à l'exercice 8. Alors dans l'exercice 8, on s'intéresse donc aux fameuses rails de Laplace, donc les deux rails horizontales selon l'axe des X, conductrices. On a posé deux tiges dessus qui vont pouvoir glisser sans frottement. Ces deux tiges par contre là, elles sont reliées à des ressorts qui sont fixés en O1 et O2. Tout ça c'est plongé dans un champ magnétique. Et à t égale 0, donc on décide de comprimer le ressort numéro 1, donc de déplacer un peu la tige numéro 1 d'une distance petite à 0, et on lâche tout. Voilà. Alors on va raconter ce qui se passe, on va mettre en équation, et on va voir que c'est un phénomène d'induction de Lorentz, puisqu'il va y avoir déplacement de conducteurs dans un champ magnétique stationnaire. Sauf que là, c'est pas tout le circuit qui va se déplacer, là c'est simplement les deux tiges, donc en fait on va plutôt déformer le circuit, mais c'est aussi de l'induction de Lorentz. Donc là on va déformer un circuit électrique dans un champ magnétique stationnaire. Bien, donc je m'intéresse à une date t quelconque, et une date t quelconque, je considère que, pour ne pas avoir d'ambiguïté sur les ressorts, pour voir clairement que les deux ressorts vont être allongés, j'ai choisi la tige 2 qui s'est déplacée donc de x2 vers la droite, et la tige 1 qui s'est déplacée de x1 vers la gauche, donc j'ai bien L1 et L2, les longueurs des ressorts, qui sont toutes les deux plus grandes que la longueur à vide. Voilà, donc les deux ressorts ici sont allongés, donc je peux dessiner FR2, FR1, les forces de rappel des ressorts, numéro 1, numéro 2, sans ambiguïté. Donc j'ai x2 qui est positif et x1 qui est négatif ici, puisque l'axe des x, je l'ai bien mis dans ce sens-là. Alors, on explique ce qui se passe. Alors, la tige 1 va se mettre à osciller, puisqu'on a comprimé le ressort. Donc, il y aura un mouvement de la tige 1. Donc, le flux magnétique à travers tout le circuit, il va être variable. Donc, il va y avoir un courant I. Alors, un unique courant I, puisqu'il y a une seule maille. Donc, je vais avoir un unique courant I partout. Donc, une FEM induite dans le circuit. Cette FEM induite, oui,
excusez-moi, j'ai pas fait ça dans le bon sens. Flux magnétique variable, donc FEM induite, pardon, d'abord, et donc courant I. Voilà, faut inverser les deux ici, hein. J'ai une petite boulette ici, sinon c'était pas trop logique. Donc FEM induite, donc un seul courant I. La FEM induite se comporte comme un générateur. Donc il va y avoir des forces de Laplace. Et ces forces de Laplace vont pouvoir agir sur les parties mobiles, les parties libres, donc les deux tiges. Elles agissent aussi sur les rails, mais les rails, implicitement, on suppose qu'elles sont bloquées, qu'elles ne peuvent pas bouger. Et ces forces de Laplace vont forcément s'opposer au mouvement de la tige 1, donc vouloir ralentir le mouvement de la tige 1, et entraîner la tige 2 qui, elle, ne bougeait pas. Donc on aura une opposition au mouvement de la tige 1 et un déplacement de la tige 2. Donc les deux tiges vont se mettre à bouger, les deux tiges vont se mettre à osciller, et tout ça va provoquer la variation du flux magnétique, donc la FEM induite, donc le courant. Voilà, tout ça va être couplé, tout ça va être lié. Alors, on commence par l'équation électrique donc du dispositif, le schéma électrique équivalent. Donc il y a une seule maille, donc une seule FEM induite, un seul courant, une seule résistance, hein, j'appelle grand R la résistance totale de l'ensemble. On ne va pas prendre en compte l'auto-induction, donc l'inductance propre, c'est-à-dire que le champ magnétique créé par le circuit tout seul, on va supposer qu'il est très faible devant le champ magnétique extérieur produit par les sources extérieures. Donc on néglige l'auto-induction, heureusement, sinon là ça serait très très compliqué. Donc E égale RI, égale moins dφ sur dt, donc phi intégrale double de B scalaire ds. Alors j'ai choisi d'orienter le circuit dans le sens du courant, donc le vecteur ds opposé au vecteur B. Donc voilà pourquoi le flux de l'ensemble, c'est donc petit a fois cette longueur-là, donc grand D plus x2 moins x1, puisque x1 est négatif. Et il y a bien un signe moins, parce que B et ds sont pas dans le même sens avec l'orientation que j'ai choisie. Donc on dérive par rapport au temps, et j'ai bien RI qui est égal à moins BA, de toute façon au moins qui est ici, hein, x1 point moins x2 point, donc les vitesses de la tige 1 et de la tige 2. Pour les équations mécaniques, en fait, il va y en avoir deux. Il va y avoir l'équation mécanique sur la tige 1, donc PFD à la tige 1, donc MD de V1 sur dt égale force de Laplace, plus force de rappel du ressort, plus réaction normale, plus le poids, mais qui se compense, qu'on suppose qu'il y a pas de temps. Je projette sur l'axe des x. Donc j'ai mx1 de point égale moins kx1. En effet, la longueur du ressort, c'est L0 moins x1, donc vous reprenez l'expression de la force de rappel d'un ressort. Pour la force de Laplace, df lap 1, c'est IDL1 vectoriel B, DL1 est selon UY, donc IDL1 B UX, donc sur la tige numéro 1 uniquement, DL1 est toujours orienté dans le même sens, donc je peux faire la somme, et prendre donc la longueur petit a de la tige 1 concernée par le courant, donc plus IAB. Alors vu que je ne sais pas trop quel va être le signe de I, je dis trop rien sur la force de Laplace. Tout ce que je sais, c'est que, quel que soit T, normalement elle s'oppose au mouvement. Et puisqu'il va y avoir des oscillations, certainement que I va certainement changer de sens et changer de signe. Alors de même pour l'équation mécanique de la tige 2, même chose, hein, donc on projette, donc force de rappel, et puis là la force de Laplace, elle est évidemment avec un signe moins. Alors je dis évidemment, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Si la force de Laplace c'est plus IAB ici, c'est forcément moins IAB ici, puisque le courant, il est vers le haut ici, il est vers le bas ici. Donc voilà, c'est uniquement le courant qui a changé de sens, donc c'est normal que la force de Laplace change de sens aussi pour l'autre tige. Voilà. Alors ensuite, on décide de remplacer I par BAR, BA sur R, x1 point moins x2 point, donc ça c'était l'équation électrique. Et on obtient donc un système de deux équations couplées, en x1 et x2. Pour découpler ces deux équations, ça paraît un petit peu compliqué, mais on va utiliser une technique qu'on avait déjà vue dans l'année dans un autre chapitre. On va faire la somme et la différence. Et si je fais la somme des deux équations, j'obtiens en effet un oscillateur harmonique. Donc x1 plus x2 égale a cos oméga 0t plus b sin oméga 0t. Oméga 0 c'est racine de k sur m. Les conditions initiales sur x1 plus x2, x1 point plus x2 point sont données. Vous en déduisez grand A, grand B. Donc on en déduit x1 plus x2 égale petit a0 cosinus oméga 0t. Si on fait la différence des deux, là on va tomber sur un oscillateur amorti. Là par contre, la fonction ce serait donc x1 moins x2. D'accord, oscillateur amorti que je mets sous cette forme-là d'après l'énoncé. On vous a demandé d'utiliser lambda. Le discriminant est forcément négatif puisque lambda est compris entre 0 et 1, donc c'est un régime pseudo-périodique. La pseudo-pulsation, oméga, c'est donc oméga 0 racine de 1 moins lambda carré. Donc x1 moins x2 égale exponentielle de moins lambda oméga 0t, facteur de a' cos oméga t plus b' sinus oméga t, oméga étant la pseudo-pulsation. Même chose, pour trouver les constantes a' et b', vous avez les conditions initiales, et vous obtenez a', b' et x1 moins x2. Ensuite, vous refaites x1 plus x2 plus x1 moins x2 pour séparer et avoir x1.
et vous faites la différence pour séparer, avoir x2. Vous avez séparément x1 et x2. Donc on voit que c'est un terme sinusoïdal plus un terme pseudo-périodique, hein, puisque l'exponentielle va tendre vers 0. Donc en effet, en posant tau égale 1 sur lambda oméga 0, vous avez une idée de la durée du régime transitoire, donc du régime pseudo-périodique. On constate que quand t est supérieur à 5 tau, en pratique, quand t tend vers l'infini en théorie, eh bien les exponentielles s'annulent, il ne reste plus x1 égale x2 égale à 0 sur 2 cos oméga 0t. Ça veut dire qu'au bout de 5 taux, taux ça peut être très court, hein, les deux tiges vont être en oscillation harmonique à la même pulsation et en phase, parfaitement en phase. Donc osciller parfaitement en phase avec la même pulsation. Voilà ce qu'on va constater. Alors bien sûr, on va vous demander de faire un bilan énergétique ensuite, pour essayer d'interpréter ce qu'on vient d'analyser à travers la résolution du système couplé. Alors quand on vous demande de faire un bilan énergétique en induction, en fait, ce qu'il faut faire apparaître au départ, ce sont des puissances en watts. Et c'est assez facile, parce que dans l'équation électrique, on a RI. Donc si on la multiplie par I, on va avoir RI carré. Et RI carré, on sait que c'est une puissance. C'est la puissance dissipée par effet Joule. Donc je multiplie par I. Et là, je fais apparaître la puissance de la FEM induite. Puisque BA x1 point moins x2 point, c'était petit e, la FEM induite. Donc fois I, c'est la puissance de la FEM induite. Donc RI carré, puissance dissipée par effet Joule, égale EI, puissance de la FEM induite. Maintenant, je prends la première équation mécanique. Je vais la multiplier par x1 point. Alors pourquoi? Parce que j'ai une force, la force de la place. Si je la multiplie par la vitesse de la tige, j'ai la puissance de la force de la place. Donc j'ai des watts. Le but, c'est de faire apparaître des watts, des puissances. Donc je multiplie par x1 point. Et j'ai la puissance de la force de la place F lap 1 sur la tige 1. Dans l'équation mécanique numéro 2, je fais la même chose. Je multiplie par x2 points pour avoir la puissance de la force de la place F lap 2. Et je reprends le principe de conversion universelle électromécanique qui me dit que la puissance des FEM induites, il peut y en avoir plusieurs, hein, plus la puissance des forces de la place, ici il y en a deux, c'est forcément égal à 0 pour tout t, quel que soit t. C'est la loi de modération de Lenz. Donc ça veut dire que si je fais la somme de moins IAB x2 points, plus IAB x1 point, moins BAI x1 point moins x2 points, j'ai forcément 0 pour tout t. Alors là, je vois bien que mathématiquement, évidemment, si je somme les trois termes, je vois bien qu'ils vont s'annuler. Mais le sens physique de tout ça, c'est que j'ai sommé la puissance de la FEM induite, la puissance de la force de la place, la puissance de l'autre force de la place. Et que la somme de tout ça, c'est forcément égal à 0, quel que soit t, car il y a toujours une opposition parfaite de ces deux phénomènes en termes de puissance. C'est la loi de modération de Lenz, c'est le principe de conversion électromécanique. J'obtiens alors une égalité avec R1, RI carré qui est égal à quelque chose. Alors je pense qu'il y a une erreur parce que c'est un plus et c'est égal à 0, voilà, c'est la ligne du dessous qui est juste. Donc j'ai RI1 carré plus D sur DT, c'est-à-dire que tout ça, je mets ça sous la forme d'une dérivée par rapport au temps. Je retrouve évidemment mx1 point carré sur 2, mv1 carré sur 2, mv2 carré sur 2, kx1 carré sur 2, kx2 carré sur 2. Alors attention, c'est pas égal, hein, c'est plus égal 0, donc ça c'est juste en dessous. J'ai donc la puissance dissipée par effet Joule, plus la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle élastique, donc de l'énergie mécanique totale du dispositif, prenant en compte les deux tiges, qui est égale à 0. Donc la dérivée par rapport au temps de l'énergie mécanique totale, qui est égale à moins RI carré, donc qui est négative. Ça veut dire que l'énergie mécanique va décroître. Voilà, j'en déduis qu'il va y avoir une dissipation d'énergie mécanique en chaleur, évidemment, à cause de l'effet Joule. Là, vous avez ce qu'on appelle le bilan de puissance, le bilan de puissance du dispositif en watts. Et on constate que dans un bilan de puissance, il n'y aura jamais la FEM induite, jamais les forces de la place, puisque de toute façon, en termes de puissance, ces phénomènes physiques s'annihilent, s'autodétruisent, si vous voulez, se compensent parfaitement. Alors si on intègre, on aura donc l'énergie mécanique à la fin, moins l'énergie mécanique au début, égale moins l'intégrale de RI carré dt. Donc la variation d'énergie mécanique, c'est moins l'énergie totale dissipée par effet Joule. C'est bien négatif, donc l'énergie mécanique diminue. On remarque en effet que l'intensité, elle est nulle quand t est supérieur à 5 taux. Alors pourquoi? Parce que les exponentielles moins t sur taux s'annulent, et on constate que dans l'expression de l'intensité, voilà, vous avez x1 point moins x2 point. Et en effet, x1 point égale x2 point lorsque t est supérieur à 5 taux. Donc l'intensité, elle est nulle. C'est-à-dire que quand le régime transitoire pseudo-périodique a disparu, l'intensité est nulle. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'effet Joule. C'est pour ça que l'énergie mécanique va se conserver après. Donc quand t est supérieur à 5 taux, l'énergie mécanique du système se conserve, puisqu'il n'y a plus d'effet Joule, il n'y a plus de dissipation. Et elle vaut quoi? Donc l'énergie mécanique infinie, hein, donc lorsque le régime
CO2 périodique transitoire a disparu. Bah, énergie cinétique plus énergie potentielle totale, avec x1 égale x2 égale a0 sur 2 cos oméga 0t, je vous laisse développer les calculs, on va trouver k à 0 carré sur 4. Et on constate que c'est l'énergie mécanique en fait à t égale 0, puisque l'énergie mécanique à t égale 0, il n'y avait pas d'énergie cinétique puisqu'il n'y avait pas de vitesse, et il y avait juste l'énergie potentielle élastique du ressort numéro 1, qui était justement comprimé de A0, donc 1 demi de K à 0 carré. Donc en fait, la moitié de l'énergie mécanique initiale a été dissipée en chaleur par l'effet Joule. Donc l'énergie totale dissipée par effet Joule, c'est bien K à 0 carré sur 4. Et il reste K à 0 carré sur 4, la moitié de l'énergie mécanique, qui va se répartir en énergie cinétique et énergie potentielle élastique dans les deux tiges et dans les deux ressorts. Voilà ce qu'on va observer lorsque les deux tiges sont en oscillation harmonique en phase. Et ça durera éternellement, entre guillemets, bien sûr, si on néglige tous les frottements, tous les autres phénomènes dissipatifs. En tout cas, l'effet Joule, il n'y en aura plus. Voilà, alors ça, bien sûr, c'est pas un exercice qu'on vous poserait à l'oral, hein, parce qu'il y a beaucoup de calculs, mais il est très complet. Il nous a permis donc d'aborder le bilan de puissance, le bilan d'énergie. Donc le bilan de puissance, on passe au bilan d'énergie en intégrant, hein, entre t égale 0 et t final, vous avez compris. Hein. Et on a pu interpréter, analyser tous les phénomènes physiques qui se produisaient. Et on n'oublie pas le principe de conversion, on en reparlera bien sûr, puisqu'on l'utilisera même sur les dispositifs complexes comme sont les alternateurs et les moteurs électriques. Hein. Les FEM induites et les forces de Laplace vont systématiquement se compenser, quel que soit T, dans n'importe quel dispositif électromécanique. C'est la loi de modération de Lenz, c'est très utile et il ne faut pas se priver de l'utiliser. Alors on le constate assez facilement ici, hein, encore une fois en sommant les trois termes, et c'est quelque chose de très important. Voilà, ce sera tout pour ce TD. Donc la séance de samedi, on attaquera le TD numéro 16, que vous avez normalement récupéré aussi, hein, sur l'électromagnétisme de deuxième année. Voilà, ce sera tout pour ce TD.